Bienvenue à tous sur le podcast Les Fameux, du coup le podcast où on vous invite à écouter l'épisode en marchant. On est disponible sur YouTube, Spotify et Deezer. Aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir. Merci, moi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, c'est que quand j'étais plus jeune, on se voyait. Et si on m'avait dit quelques années plus tard qu'on serait là, assis sur le canapé en mode chill pour faire une discussion, et Ouais, je trouve ça incroyable. ouais, c'est bien, la vie réserve plein de surprises, c'est Ouais, chouette. je trouve ça incroyable. Mm. Du coup, on va revenir un petit peu sur ton parcours, que tu te présentes un petit peu. Je sais que tu as été à l'école dans le 05, à Laragne, Mm. après sur Embrun, Mm. tu es parti sur Aix. Mm. Ouais, si tu veux nous raconter un petit peu ce Oui. parcours-là déjà. Donc moi j'étais donc je suis au Alpin, mes deux parents sont originaires des Hautes-Alpes. J'ai souvent l'habitude de dire que je suis un pur produit au Alpin. Et j'ai beaucoup vécu toute mon enfance à Laragne et au Bénon, à la cité du Bénon, parce que mon père était agent EDF. Et à l'époque, les agents EDF étaient dans une cité qui réunissait les agents, et c'était une vie de village, quoi. Voilà, donc jusqu'en troisième, j'ai été à la fois à l'école de Montéglin, à l'école primaire de Laragne-Montéglin, puis après au collège à Laragne. Où j'ai pu passer une partie de ma jeunesse avec un groupe d'amis. Alors mon père avait créé un groupe folklorique qui s'appelait Danse et du Buège. Donc on était souvent, on faisait beaucoup de représentations folkloriques. On a beaucoup dansé. On était un groupe de jeunes très soudés, voilà. Et puis jusqu'à la troisième, je fais un parcours classique, quoi, normal, voilà, avec quelques engagements déjà associatifs au sein de la Déjà FFC. à l'époque. Ouais, je crois que c'est ça, ça vient directement de mon père, qui était un syndicaliste, qui était proche des associations, qui était assez militant, qui était voilà. Proche c'était un catholique, mais proche du catholisme ouvrier, quoi. Comme il était très voilà, très dans une approche sociale et éthique des choses, et je crois qu'il m'a transmis ça, en fait. Donc très jeune, j'ai voilà la notion d'engagement associatif, faire pour les autres, ça a été je crois que ça il m'a transmis ça réellement. Ok, du coup, dès que tu as commencé, je rebondis sur ce que tu nous dis, c'est que tu faisais déjà des petites missions au sein de la MJC, tu mettais quoi en place? Oui, alors à la MJC, j'ai participé d'abord aux activités, hein, quand j'étais plus jeune. Après, on avait l'ambition de faire un jumelage, en tout cas d'aider des Colombiens. À l'époque, c'était la Colombie, donc moi j'ai écrit des lettres, j'étais en lien avec des Colombiens, Ok. voilà. Et puis après cet engagement, je l'ai poursuivi. Donc je suis allé au lycée d'Embrun, puisque à l'époque je voulais faire une troisième langue espagnole. C'était Humanos ou Embrun, et l'appel des montagnes était plus fort. Donc j'étais au lycée d'altitude de Honoré Roman à Embrun. Où là, pareil, bon, j'ai tout mon cursus, j'ai été délégué de classe. Donc de la sixième à la terminale, j'étais délégué de classe. Donc déjà, ouais, Ouais, impliqué, quoi. ouais, j'étais impliqué. En plus, la politique, ça m'intéressait beaucoup à l'époque, parce que c'était encore l'époque pas de la guerre froide, mais il y avait les deux blocs, il y avait des idéologies assez marquées, quoi, chez les gens. On était des jeunes, voilà. Moi, je me souviens avoir participé au mouvement contre la loi de Vaquet en 86, faire des grèves, et puis voilà, toujours l'aspiration, je pense, à une certaine justice, une équité, quoi, dans le rapport des gens, éviter les discriminations. Voilà, j'ai lutté contre voilà, enfin, toute forme de discrimination. J'étais très sensible à ça. Et après, ce qui m'a conduit, je pense, en partie d'abord, je voulais faire Sciences Po, puis j'ai raté le concours d'entrée, donc je suis allé en droit, et à la faculté de droit d'Aix-Marseille, où là, j'ai fait un long parcours de droit public. D'abord jusqu'à la maîtrise du droit public. Après, je me suis spécialisé en droit européen.
Et puis j'ai fait une thèse en droit européen sur l'influence du droit européen sur l'entreprise EDF. Donc pourquoi EDF? Parce que mon père était agent EDF, il y avait une forte dose d'affect quoi, dans mon travail. Et ça m'a permis, cette expérience de thèse, d'enseigner à la faculté, hein, comme chargé d'enseignement. Ok. Et ça, j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir transmettre, de pouvoir accompagner des étudiants dans leur apprentissage. Et voilà, donc ça, c'est mon parcours, j'allais dire académique, hein, jusqu'à bac plus un certain nombre de voilà. Et je fais du droit européen, ce qui est, contrairement à ce que dit mon frère, c'est pas le droit qui sert à rien. C'était le droit européen, c'est vraiment un droit qui était en gestation, qui était en mouvement, où là aussi derrière il y avait un engagement, il y a des engagements politiques à l'époque. C'est toute la chute du mur de Berlin avec les pays de l'Est qui rentraient dans le système démocratique. Donc j'étais pleinement en accord avec mes engagements, une force importante, une forte idée de l'Europe, parce que moi je crois encore aujourd'hui à la construction européenne. Et voilà, donc j'ai passé des très belles études à la faculté. Ça m'a conduit aussi à rencontrer des gens de milieux différents. Quand tu viens des Hautes-Alpes et que tu as vécu dans un espèce de cocon et puis que tu te retrouves à la fac avec des milieux très différents, des personnes qui ont eu la chance d'avoir des moyens voilà, de faire ce qu'ils voulaient faire, et puis d'autres qui venaient de l'étranger. Moi, j'ai eu des amitiés très fortes avec une Israélienne et un Israélien qui faisaient des études avec moi. Chouette. Et ça m'a ouvert aussi à plein de choses, quoi. Moi, je crois vraiment que des études, en tout cas, moi, de ma place, ça m'a énormément ouvert au monde, ça m'a fait grandir. Ouais, C'est, du coup, quel message t'aimerais transmettre potentiellement si on a des parents ou des étudiants qui nous écoutent pour les insuffler à aller au bout des choses en termes d'études? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, plus qu'hier et sans doute moins que demain, le savoir, c'est le pouvoir. Savoir, connaître. Alors ça veut dire plein de choses, hein. Le savoir, ça peut être, je sais pas, le savoir technique, technologique, la cuisine, c'est pas que se plonger dans des bouquins, hein, c'est pas que ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le savoir, c'est ce qui est le plus important dans une vie. Et pour pouvoir l'acquérir, ce savoir, on peut passer par plein de moyens, dont les études, ce qui est un moyen parmi d'autres, hein. Il faut pas non plus faire uniquement se dire que les études, c'est ce qu'il faut faire, hein. Moi, je crois plus au diplôme. Je l'ai cru très longtemps. Je crois plus. Je pense que ce qui est important, c'est l'expérience qu'on a de la vie. Et cette expérience, elle est positive quand on a réussi à acquérir du savoir, justement, des connaissances. Ouais, du coup, le savoir va au-delà du diplôme. Ah oui, c'est même totalement différent. Ouais. Le savoir, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'expérience et du vécu que de l'apprentissage et d'apprendre dans des bouquins et ânonner des formules ou tout ça. C'est pas du tout ça. Le savoir, c'est vraiment se confronter à la vie et tirer de ce qu'on a de positif dans les expériences que l'on vit. Voilà. Et du coup, toi, en parallèle du savoir, qu'est-ce que t'aimes au jour d'aujourd'hui apprendre? Tu te nourris de quoi? Alors moi, j'adore lire. La lecture, ça c'est pareil. Je crois que c'est un don que mon père m'a fait et m'a transmis sans pas de manière explicite. On était à la maison entouré de bouquins. Mon père lisait beaucoup. Et moi, alors je dirais pas très tôt. Je dirais après, à partir du lycée où j'ai commencé à lire. Et après, c'est devenu et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est un besoin alors déjà de m'entourer de livres, c'est très important. L'objet en lui-même est très important.
et l'odeur, le bruit des pages qui se tournent, je trouve que c'est voilà, ça me remplit, de quelque chose, comme d'émotion et aujourd'hui je lis toujours. Alors je lis des choses très différentes, hein, bon là, par exemple, aujourd'hui j'ai été sélectionné, comme juré, dans un jury, littéraire du livre, policier pardon, avec Canal+ et la chaîne Polar+, quoi. Et donc j'ai toute une série de livres à lire. Je découvre plein d'auteurs, plein Ok. d'histoires qui m'amènent dans des mondes complètement différents. Et après, tu dois faire quoi? Les classer, Après, donner tes voilà, et avis? puis j'échange avec les personnes, sur mes goûts, sur ce que j'ai trouvé bien dans tel ou tel livre, Donc là, essentiellement sur le secteur du Là, policier. c'est le policier. C'est, ouais. Là, j'ai lu en 1 mois et demi, 6 policiers et je me suis éclaté. C'est pas vers quoi je vais d'habitude et je trouvais ça vraiment très chouette. Voilà, donc la lecture, ça fait partie de ma vie, la poésie, les essais, les Ok. romans. Tu fais aussi pas mal de théâtre. Alors oui, je fais du théâtre. Alors ça c'est une autre passion, hein. Bon, moi, j'ai été très passionné par le cinéma. Je suis un cinéphile, j'ai adoré, j'ai des souvenirs du cinéma Requin à Laragne. Ce cinéma, j'ai dû y passer, Avec la petite des mezzanine. ouais, des heures et des heures avec Thierry qui était, au cinéma. J'adorais entendre le bruit du moteur de la bobine qui commençait quand le film commence. Après on oublie le bruit, on est complètement plongé dans l'histoire, dans l'écran, tout ça. Il m'est arrivé des centaines de fois d'être tout seul dans le cinéma, en haut, dans la mezzanine, à regarder des films que personne, voulait aller voir parce que c'était pas forcément populaire. Et c'était une passion, vraiment. Et j'ai adoré ce cinéma. Aujourd'hui, bon, j'ai moins l'occasion d'aller au cinéma. J'y vais quand je peux et j'ai toujours autant de plaisir à y aller. Et le théâtre, j'ai joué dans une pièce de théâtre il y a à peu près, je dirais une trentaine d'années, une pièce qui avait été écrite par Monique Rouy, donc de d'Aiguian, qui était une pièce de sa propre écriture qu'elle avait écrite pour des bénévoles de la communauté de communes de Laragne à l'époque, qui n'était pas encore Sisteron-et-Buège, qui était que la communauté de communes du Laragné, et où j'ai joué un rôle de soldat napoléonien. Après, j'ai fait d'autres petits rôles. Et puis, ça m'a jamais quitté le théâtre et j'ai intégré une troupe, Théâtre en Liberté à Gap, où là, on est plus sur du théâtre, d'auteurs contemporains. Et là, on a joué plus de 20 fois une pièce dans le département qui s'appelle Cendrillon de Joël Pomoy, où, Donc là, tu fais pas mal de répètes et tu joues encore aujourd'hui. alors aujourd'hui, je joue, même si on va arrêter, de jouer Cendrillon. Là, j'ai fait une pause sur le théâtre, mais c'est quelque chose qui me titille toujours. Puis j'aime aller au théâtre aussi, aller voir des pièces à la Passerelle ou même, quand j'ai l'occasion d'aller au théâtre, je vais au théâtre. Ah, tu nous donneras les dates, on viendra te voir. Ouais, ah ben volontiers, volontiers. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que samedi, la prochaine, on réunit tous les gens qui ont participé à la première pièce dans laquelle j'ai joué, qui s'appelait Qui a tué Alexandre, donc de Monique Rouy. Et on se retrouve pour revoir les photos ensemble et tout ça 30 ans après. Ouais, Donc ça va être, nostalgie, se remémorer ouais, ça ça. va être un moment assez sympa, je pense. Tout à l'heure, tu parlais de films. Du coup, c'est toujours dur de faire un classement, mais est-ce que tu arriverais par exemple à nous donner ton top 3 de tes films préférés? Alors, moi, il y a un film que j'aurais envie de dire, c'est un film de génération, des gens de ma génération qui l'ont vu. Alors, pour certains, c'était Le Grand Bleu. Moi, ça n'a pas été Le Grand Bleu, mais ça a été 37 de le matin avec Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade de Jean-Jacques Benex. Ce film m'a marqué énormément, tant au niveau cinématographique que la présence des acteurs. Je découvrais Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle, pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration encore aujourd'hui. Je trouve que c'est des acteurs formidables. Donc je dirais 37 de le matin. Ensuite, je mettrai un film que j'ai fait voir à mon fils et qu'il adore et je suis content
qu'il adore, c'est Scarface avec Al Pacino. Ça, c'est un monument du cinéma pour moi. Et puis peut-être le dernier, je sais pas, il y en a plein, mais je dirais que c'est peut-être Mulholland Drive de David Lynch, qui est un film qui parle de cinéma en fait. Voilà. Voilà, ce serait mon classement, mais c'est dur de classer des C'est films. très dur. C'est hyper dur. Et dans des films un peu plus récents, quel film tu as apprécié? Ah, qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu L'attachement avec qui a eu le César du film français avec Valeria Bruni Tedeschi. Ouais, c'est un très un beau film. très très beau film. J'ai beaucoup 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 aimé ce film. Je trouve ça vraiment très beau, bien traité. Bon, voilà. Et puis le film avec Leila Betki, Sylvie Vartan, Mon fils et moi, ou je sais plus le titre exact, où là on est sur une histoire de handicap. Hein. Et moi je trouve que Leila Betki, c'est vraiment une super actrice. Non, ouais. J'ai des goûts très éclectiques, mais j'aime le cinéma français, beaucoup. Les acteurs et les actrices français, j'aime beaucoup. Du coup, pour faire le parallèle, là, ça tombe bien sur le handicap. Du coup, tu nous as parlé du droit. Oui. Après, bah, du coup, quel a été le processus pour aujourd'hui, du coup, être directeur de la MDPH? Alors, c'est un processus, j'allais dire, c'est des expériences, voilà, de travail qui m'ont amené d'abord à passer le concours assez tardivement, hein, dans la fonction publique. Puisque auparavant, après la fac, j'ai eu plusieurs expériences dans le secteur privé, dans l'audit, j'ai dirigé une maison d'enfants, j'ai fait pas mal de choses différentes. Et à l'âge de 33 ans, qui est quand même symboliquement un âge un peu particulier, j'ai passé le concours de la fonction publique hospitalière et je me suis retrouvé adjoint au directeur des affaires juridiques au CHU d'Amiens. Donc là, je rentrais dans la fonction publique, ce qui m'a jamais été. J'avais même, je pense, par réaction à mes parents qui étaient fonctionnaires ou assimilés, je voulais surtout pas rentrer dans la fonction publique. J'imaginais une vie réglée et encadrée. En me disant oh là là mais tu n'auras aucune liberté, puis c'est pas ça la vie, comment tu évolues à l'ancienneté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon bref, donc j'ai rejeté pendant un moment la fonction publique en me disant oh, et puis finalement quand j'ai passé le concours de la fonction publique hospitalière, j'ai découvert une fonction publique riche, quoi, et puis des gens qui étaient investis dans le service public. Ça m'a vraiment poussé à rester dans la fonction publique. Et 2 ans après avoir intégré le CHU d'Amiens, je suis rentré au conseil départemental des Hautes-Alpes. À l'époque, c'était Auguste Truffem qui était président du conseil départemental. Il avait à peu près 35 ans. Voilà, c'est ça. Et j'ai intégré le conseil départemental d'abord par la porte de l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance. J'étais adjoint au service enfance et famille à l'époque. Après, j'ai été chef du service juridique. Et puis, j'ai fait 2 directions dans le social. Et je suis arrivé en 2014 directeur de la MDPH. Alors la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, c'est une structure qui est différente du conseil départemental, qui a une gouvernance propre, qui a un groupement d'intérêt public, qui est vraiment qui a son propre mode de fonctionnement, avec ses propres agents, ses salariés, voilà. Et j'ai dirigé et je dirige toujours la MDPH depuis 2014 et j'ai une double casquette puisque je suis aussi directeur de l'action sociale au département où je m'occupe de tout ce qui est personnes âgées et insertion professionnelle. Donc c'est un panel assez large de l'action Mais tu sociale. restes quand même dans l'humain. Tout le temps. Et c'est venu à toi ou tu as aussi toujours eu un petit peu cette envie de quand même d'ambition, de manager un peu les personnes? Comment tu vois Pas ça? du tout. Alors le management, c'est
Pendant très longtemps, à tort, j'ai pensé que quand une fois on m'a demandé: «Quelle est ton ambition?» je répondais, de ne pas en avoir. Ce qui est complètement idiot de dire ça. Parce que, c'est plutôt, ça élance quand on a de l'ambition, quelle que soit l'ambition qu'on ait. Et moi pendant, quelques années, peut-être sur un espèce de me dire: «Bon, bah, je vais pas faire comme les autres», je sais pas, c'était sans doute que ça un peu derrière, j'ai pas analysé, mais et du coup, j'ambitionnais pas d'avoir des équipes à manager, d'être directeur. D'abord, je pense que c'est pas ce genre de je suis incarné en tant que directeur, je le fais avec passion, mais c'est pas ces personnes, c'est pas des modèles pour moi les directeurs ou les moi j'ai plutôt comme modèle, la mère de famille qui élève ses 5 enfants et qui a un BRSA par exemple, qui est au RSA et qui élève ses 5 enfants, plutôt que de se dire: «Ah bah, il est parvenu à être directeur, au département des Hautes-Alpes». Franchement, j'en fais pas une fierté, hein, loin de là. Je suis content de le faire, je travaille avec des gens hyper investis, qui m'apportent tous les jours quelque chose de nouveau. Ça me plaît d'agir, pour le service au public, Mmh. pour les personnes, en situation de handicap, j'aime voir la réalisation opérationnelle, concrète des choses qu'on met en place. Je suis pas contrairement à ce que on peut donner comme image, je suis pas un intellectuel dans le sens où je me dis, voilà, c'est la pensée qui est important. La pensée, elle est importante quand elle est mise en œuvre et qu'il y a quelque chose de concret au bout. Une pensée, sans qu'il y ait quelque chose de concret, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Tu peux nous donner un exemple de projet qui peut se réaliser au sein de la MDPH? Ah, bah, plein, on a aujourd'hui, on a mis en place il y a 2 ans, 1 an et demi, ce qu'on appelle la réponse départementale pour le sport inclusif, où on a mis en place un fonds, financier pour permettre un accès, facilité aux personnes en situation de handicap qui veulent avoir une pratique sportive dans un club ou pas d'ailleurs, mais qui, ont aujourd'hui des freins. Alors c'est des freins au transport pour aller dans un club, c'est parce que aussi les clubs sportifs, ben, ils ont parfois une représentation du handicap il faut rassurer les professionnels qui encadrent qui font l'encadrement des clubs sportifs. Et donc, on a mis en place un dispositif qui permet de financer des renforts de professionnels pour permettre et faciliter l'accès des personnes, enfants et adultes, qui veulent pratiquer un sport dans le département. Et dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, c'est un dispositif qui, je pense, devrait se déployer. On a mis en place, la MDPH, en fait, elle évalue toutes les demandes qui sont faites. Aujourd'hui, il y a 15 000 demandes par an, hein, qui sont déposées à la MDPH, qui concernent tout type de handicap. Il faut savoir que le handicap, 80% du handicap est invisible. Moi, on a souvent la représentation du handicap moteur, Mmh. la personne en fauteuil, mais le handicap, il est souvent invisible. Il peut survenir à tout moment de la vie. On ne naît pas toujours handicapé, on peut le devenir. Et la MDPH évalue toutes les demandes qui, peuvent permettre de compenser le handicap, afin de, vivre une vie, la plus ordinaire possible. Donc tenter de vivre une vie la plus ordinaire possible. Donc ça passe par des compensations financières, des apports humains, des personnes qui viennent à domicile, aider la personne à se vêtir, à manger, ou voilà. Et puis c'est toutes les aussi les ça c'est souvent dans le collectif, quoi, comment on appelle ça? On pense souvent, handicap, les cartes de stationnement, tout ça. Bon, ça existe aussi, mais c'est pas que ça. Et puis, on a beaucoup de demandes d'enfants, quoi, de parents pour leurs enfants, pour des troubles 10, dyslexie, dyspraxie,
troubles du neurodéveloppement, voilà, donc tout ça, on l'évalue à la MDPH. On attribue, dans le cadre d'une commission, un droit. Alors ça peut être une prestation financière, une orientation en établissement, une carte, comme je le disais, et que la personne, elle puisse, ouais, vivre sa vie. Bah oui, parce que pour rebondir, nous on a reçu Hélène il y a pas longtemps sur le podcast et bah du coup elle a eu un accident dans sa vie, Mmh. malheureux, et du coup elle a complètement basculé. Et, voilà, elle vit une vie totalement différente et aujourd'hui ça lui a ouvert les portes d'une activité qui est le volley assis. Et donc elle est rentrée en équipe de France et elle a pour but bah, du coup de faire potentiellement les JO ou faire les Mmh. championnats du monde qui vont arriver en Chine, et c'était très important aussi. Et puis elle travaille avec des associations, elle veut mettre en place des choses aussi avec la MDPH, tout ça. Donc Mmh. je trouve ça très très important et très intéressant, quoi. Oui, et puis, bon, bah, Hélène, c'est un modèle. Nous, bah, là, dernièrement, on peut voir, dans les JO, à Milan, les 2 sportifs qui ont le plus de médailles, ce sont des hauts alpins quand même, Mm. Arthur Bauchet et Aurélie Richard, qui sont tous les 2 des Hautes-Alpes et qui ont ramené, plein de médailles. Donc, il y a des parcours de vie, fantastiques, quoi, et voilà, donc la MDPH, elle essaie par, voilà, de faciliter, quand c'est Et possible. toi, quoi, du coup, comment ça se passe? T'as une enveloppe budgétaire de... Non, alors nous, on n'a pas de, c'est pas nous qui sommes les payeurs. En Vous fait, êtes les décisionnaires. nous, voilà, nous, on décide et ensuite, la prestation, elle est payée soit par la CAF. Bon, dans la Haute-Alpes, on a plus de CAF, on a une caisse commune de sécurité sociale, puisqu'on a fusionné la CAF et la CEPAM. Les allocations pour enfants handicapés sont aussi payées par la CAF. Et puis, il y a la prestation de compensation du handicap, qui est une prestation très importante pour les personnes lourdement handicapées, on va dire, qui permet de justement d'attribuer de l'aide humaine, des aides techniques pour l'aménagement du logement, des aides techniques pour l'aménagement du véhicule, Mm. voire des aides animalières. On pense aux personnes aveugles et les chiens Sûr. d'aveugles. Voilà, donc nous, on prend une décision et après, elle est mise en œuvre soit par l'éducation nationale, soit par la CAF, soit par le département à travers le paiement de la PCH, par exemple. Ok. Et vous avez par exemple une politique essentiellement, bah, du coup, que vous le gérez en interne, ou c'est quand même une politique nationale? Alors, on est beaucoup sur une politique nationale. Après, ça n'empêche pas la MDPH et le département des Hautes-Alpes de mettre en place des projets. Le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, la réponse départementale du sport inclusif, c'est typiquement au Alpin. Il n'y a pas dans d'autres départements, pour l'instant, ça s'est pas développé. Donc, on a une certaine marge de manœuvre pour mettre aussi en place des projets quand les finances le Bien permettent, sûr. bien entendu. C'est trop bien. Et puis, on a une tutelle à la fois du département et une tutelle de l'État, puisque c'est la Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, la CNSA, qui vient en appui des actions de toutes les MDPH. Il y a une MDPH par département. Et on est accompagné par la CNSA dans notre activité. Voilà. Et du coup, toi, quel est ton rôle et un peu tes missions au quotidien? Alors, j'ai envie de dire, je soutiens les équipes qui mettent en place toutes ces prestations, ces décisions. Je suis à la fois conseil des élus, hein, sur la politique du handicap. Je fais aussi remonter les dispositifs qu'il est important de mettre en place, qui sont décidés au niveau gouvernemental et puis localement. Je m'assure que ces dispositifs soient bien mis en place. Je sécurise les procédures. Je règle les contentieux peuvent y avoir avec des usagers. J'ai un rôle aussi, surtout en ce moment où les finances sont extrêmement scrutées, de l'élaboration budgétaire, l'exécution budgétaire et voilà, tenter de faire plus avec moins.
Quand on se rend compte, vous êtes combien de collaborateurs? Alors, à la MDPH, à la MDPH, uniquement à la MDPH, il y en a 30. Une trentaine de Après, personnes. l'autonomie qui prend aussi les personnes âgées, là, on est 45. Et puis après, moi, au niveau de ma direction, puisqu'il y a l'insertion en plus, il y a 80 personnes à peu près. Donc après, c'est beaucoup aussi de réunions, Ah ouais, beaucoup de mails, je pense. des réunions, des mails, des coups de fil, des notes qu'il faut rédiger à l'attention de mes supérieurs hiérarchiques, de mon président, donc le président Bernard qui est président du département et puis la présidente de la NDPH qui est Madame Mostachi. Donc voilà, j'assure à la fois le pilotage de projet, le management d'équipe, voilà. C'est pas évident de collaborer et de manager avec des personnes. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui nous écoutent sur essayer de peut-être, je sais pas, une manière de communiquer? Toi, qu'est-ce que tu mets en place? Surtout quand il y a des litiges, des contentieux peut-être avec du personnel. Alors pour moi, un bon manager, c'est celui qui manage à l'exemplarité. Si tu n'es pas exemplaire, tu ne peux pas demander aux autres de faire ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Ça, pour moi, c'est la première chose, c'est l'exemplarité. Ensuite, la deuxième chose, c'est instaurer la confiance. La confiance, ça veut dire une confiance réciproque. Que mes équipes aient confiance en moi, dans leurs besoins, quand ils expriment des besoins, qu'ils sachent que moi je peux y répondre et ou alors faire remonter ces informations, ces besoins-là auprès de qui de droit, quoi, hein, voilà. Et inversement, que moi je puisse avoir une confiance dans leur action, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de scruter ce qu'ils font au quotidien. Donc ça implique, c'est pas facile d'avoir confiance en une personne, avoir confiance en son directeur ou moi, mes équipes, mais ça, c'est un travail de tous les jours. Ça, c'est la deuxième chose, donc l'exemplarité, la confiance et puis j'ai envie de dire l'intelligence collective, la participation. C'est-à-dire que tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et c'est ça qui est important. C'est que on ne peut construire qu'avec les autres. Tout seul, c'est pas satisfaisant. Et du coup, est-ce que c'est toi aussi qui t'occupes de la partie recrutement? Alors oui, parfois, ça dépend des postes. Aussi, après, j'ai des chefs de service aussi. M'arrive de faire des jurys de recrutement. Oui, c'est plutôt. Je trouve que c'est intéressant de recruter des gens parce que d'abord, c'est une rencontre avec quelqu'un par définition qu'on connaît pas, qui a un parcours qui est différent de ce qu'on a dans les équipes en général. Et c'est de pouvoir aussi sonder chez le candidat à la fois son désir de rentrer dans la collectivité et essayer de cerner au mieux ses capacités, quoi. Donc c'est toujours un challenge, un recrutement, hein. C'est toujours voilà. Toi, au sein de la MDPH, du coup, il y a vraiment ce côté humain, collaboration humain. Quelles sont les choses que vous avez réussi à accomplir dont tu es le plus fier? À la MDPH, Donc, ça fait plus de 10 ans que tu es présent sur le poste. alors, ben, plusieurs choses. On a mis en place une maison départementale de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on est arrivé à mutualiser des services MDPH département. Donc, pour suivre le parcours de la personne de la naissance au grand âge. Donc ça, je trouve que c'est une belle réalisation, la MDA. Et puis après, il y a des réalisations concrètes, c'est-à-dire être dans des délais raisonnables pour répondre aux gens. Il y a aujourd'hui, même si les MDPH, c'est pas que des machines à délai, mais pour les personnes, c'est important de répondre
le mieux possible dans des délais raisonnables. Je veux dire, donc aujourd'hui, nous, on est à 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois de réponse, donc c'est plutôt bien, hein. Et puis moi, ce que je trouve formidable, c'est de pouvoir sentir une équipe investie, mobilisée, intéressée par ce qu'ils font, et ça, c'est une réussite pour moi, quoi. Que les gens, ils viennent à la MDPH ou au département avec l'envie de faire. Ok, trop bien. Et dans les années à venir, du coup, toi, titre personnel, La t'as retraite. envie de mettre des choses en place? Ah oui, il y a plein de choses, hein, sur le handicap. D'abord, c'est faire gagner le handicap sur sa lisibilité, hein, c'est-à-dire pouvoir voilà, avoir des... Bon, tout à l'heure, je parlais d'Arthur Baucher, Aurélie Richard. C'est des personnalités qui viennent nous montrer combien c'est important de donner la place aux personnes en situation de handicap et qui peuvent réaliser des choses extrêmement... Ouais, de mettre une claque parce que Ben oui, ce qu'ils sont capables de faire. c'est ça, c'est ça. Et je veux dire, il y a plein de parcours comme ça de personnes qui font des belles choses, qui se surpassent, en fait, voilà. Le dépassement de soi. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup dans le handicap, quoi. Il y a plein d'initiatives, ça foisonne, hein, dans le secteur du handicap. Il y a là, il y a une association qui va faire une comédie musicale. Il y a plein de projets comme ça qui foisonnent, et moi je trouve ça, des accompagner et de soutenir ces actions, c'est hyper important. Et puis moi je trouve que aujourd'hui, ce dont les personnes ont le plus besoin, c'est de sens dans leur vie, mais aussi au travail. Et c'est permettre, voilà, de garder le sens, voilà, de toujours mobiliser et de partager le sens avec ses équipes pour construire des projets pour l'avenir. Ouais, donc si on a des personnes qui nous écoutent, qui ont une personne handicapée dans leur famille ou qui sont même handicapées, on leur transmettrait quand même un message d'espoir et Ah qu'il y oui, a plein de choses qui est possible. de l'espoir, de la vie, et qu'il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Même quand on habite dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes de Haute-Provence, il y a plein de choses à faire, et il faut certainement pas se décourager, hein. Ouais, faut pas lâcher, quoi. Non, il faut pas lâcher. Pour faire un petit parallèle, du coup, après, avec un petit peu ta vie perso, du coup, toi, comment tu vois un petit peu la suite dans les prochaines années en termes perso? Est-ce que tu te mets des défis? Tu parlais un petit peu de la retraite. Comment tu vois un peu l'avenir? Alors moi, j'ai un désir que j'arrive pas à combler depuis très longtemps, c'est que je souhaiterais partir vivre une expérience à l'étranger. Partir habiter? Alors oui, Ou quelques mois? oui, quelques mois ou 2, 3 ans dans un autre territoire pour partager une autre culture, d'autres façons de vivre, voilà, être confronté à d'autres réalités, voilà, je trouverais ça super. Et puis j'aimerais, et ça, je crois que je n'arriverai jamais à le faire, mais à écrire. Après avoir lu, écrire. Et tout à l'heure, je voulais te poser la question, du Ouais. coup, de te nourrir autant. Est-ce que à un moment donné, t'as pas la plume qui a envie de venir, quoi? Si, mais c'est compliqué Je me doute. d'écrire. C'est T'as compliqué. déjà essayé J'ai ou? essayé. Alors, bon, quand j'étais jeune, j'ai même publié un livre à compte d'auteur, un livre de poésie. Ok. J'étais jeune. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, voilà, j'avais 15, 16 ans. Mais l'écriture, c'est un arrachement, je trouve. Et d'abord, il faut se livrer, il faut pouvoir se livrer. Il faut avoir une certaine dose d'estime de soi pour pouvoir y arriver, je trouve. Et puis, alors après, on écrit. Moi, je crois qu'on n'écrit pas pour soi, on écrit aussi pour les autres. Donc, il faut avoir cette capacité de se livrer. Et ça, c'est pas toujours simple, quoi. Je trouve que c'est pas simple. Donc toi, oui, si on avait deux projets que t'aimerais mener, ça serait une expérience à l'étranger Mm. et arriver un jour à écrire ton propre Et livre. voir mon fils grandir et bien grandir. Ouais, j'allais venir, du coup, t'es papa. Oui.
Du coup, si tu veux nous partager un petit peu l'expérience, qu'est-ce que ça fait d'être papa? Ah, alors ça fait du bien, ça fait c'est compliqué. Bah, moi j'élève mon fils tout seul, hein, depuis toujours et je trouve que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Ah, parce que souvent, les personnes qu'on reçoit sur le podcast qui sont parents, on leur pose la question et de suite, on voit les yeux qui s'émerveillent. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, de voir grandir mon fils, c'est quelque chose qui est formidable. J'ai beaucoup de fierté et d'amour pour lui. Après, c'est pas facile aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit d'élever des enfants, je pense. Parce que, ben, on est face à des mais je crois que c'est aussi à toutes les époques où il y a eu des difficultés, là aujourd'hui, on a on est face à des défis qui sont quand même importants et qui même mettent en péril notre planète. Donc, d'avoir des enfants dans ces conditions, ben, il faut leur garder l'optimisme, et puis qu'ils soient d'un être libre. Moi, je trouve que la liberté, c'est la plus grande des qualités et c'est celle qui nous permet de grandir et j'aimerais que mon fils soit un être libre. Du coup, là, tu parles un petit peu de valeurs. Quelle Oui, valeur tu essayes de transmettre autre que la liberté, qui est déjà très beau? la fraternité. La fraternité parce que, encore une fois, on fait pas les choses seuls, on les fait avec les autres, pour soi-même et qu'on est tous dans voilà, on est tous reliés les uns aux autres et c'est important de regarder, d'agir pour le bien commun. Et la fraternité, à côté de la liberté, c'est notre, voilà, c'est ce que j'aimerais transmettre à mon fils, ouais. Et vu que tu travailles quand même beaucoup, que tu as plusieurs casquettes que tu Mmh, as énumérées, mmh. comment tu arrives à trouver un équilibre du coup quand même entre la vie de famille, le travail? Est-ce que tu as des choses que tu mets en place? Ah, c'est fatigant. C'est fatigant de trouver le bon équilibre. C'est fatigant de trouver le bon équilibre. C'est, ce que je mets en place, ben, j'allais dire ça vient naturellement, hein, voilà, j'intellectualise pas, les choses, puis ça dépend aussi, moi quand mon fils il avait 3 mois et puis quand il a 13 ans, c'est pas les mêmes manières de passer du temps avec son Bien sûr. enfant et ce qui est important, c'est d'en passer du temps avec son enfant, d'être disponible pour lui et puis, de partager des choses qu'il a avec lui, de faire avec et puis, si, l'accompagner dans ses passions quoi, dans comment il veut se réaliser. Ça, c'est pas toujours simple parce que quand on est parent, on a envie du meilleur pour ses enfants et notre réalité, elle correspond pas forcément à celle de son enfant. Donc il faut aussi, avoir une sacrée humilité, une sacrée, de faire des pas de côté souvent. Moi, je fais des pas de côté, hein. Donc je suis devenu le spécialiste du pas de côté, pour, voilà, pour, prendre en compte ses désirs, sa parole, voilà. Essaye de lui transmettre aussi un petit peu le côté culturel, de lire, d'aller au cinéma. Oui, alors ça, je le fais. Je sais pas si ça portera ses fruits. Je veux pas non plus lui imposer, des choses, parce que moi, je suis moi et lui, c'est lui, en Bien fait, sûr. hein, et qu'il a des passions. Par exemple, il est passionné par le sport, il est passionné par des choses qui, moi, c'est pas qu'elles me passionnent, elles m'intéressent pas, mais j'ai pas de passion. Lui, il a des passions totalement différentes des miennes, et c'est ça qu'il faut arriver quand on est parent, tout en transmettant ce que l'on est, laisser l'enfant grandir comme il est. Et ça, c'est aussi une histoire d'équilibre. Aujourd'hui, on a une problématique quand même qui est, à laquelle on est confronté, surtout en tant que parent, qui est les réseaux sociaux. Mmh. Quel point de vue tu portes sur ce sujet-là Alors, qui est un sujet qui va loin hein, des fois. ouais. Alors, bon, moi j'ai travaillé beaucoup dans la protection de l'enfance, donc je vois les ravages que ça peut avoir, hein, les réseaux sociaux. Par rapport à l'éducation que je donne à mon fils, c'est
très compliqué l'utilisation du portable, parce que, alors c'est compliqué parce que je trouve que ça limite le champ d'action de l'enfant. Il va pas lire, il va pas chercher, à connaître par lui-même, tout lui est fourni, il scrolle et puis il a ses infos. Ouais, Heu, ça me fait penser, j'ai vu hier Eric Cantona qui donnait une interview, il disait moi mon fils je lui ai pas donné de téléphone avant 15 ans et je lui demandais qu'il contemple le paysage, qu'il aille se balader dans la nature. ouais, Et mais même moi qui suis encore on va dire jeune, c'est ce qu'on faisait ouais, à c'est notre ça, époque. ouais. Aujourd'hui c'est plus difficile. C'est difficile. Alors bon, même si on limite l'accès au téléphone, moi, pour mon fils, j'ai limité le temps, mais il n'empêche que c'est toujours, il a eu ce premier portable, il devait être quatrième, oui, ou cinquième ou quatrième. Mais il n'empêche que ça, c'est un addict. On a eu une conversation tous les deux ce week-end. Il reste addict au. Alors lui, il dit mais non. J'ai dit, mais si tu n'étais pas limité dans ton temps, tu passerais tout ton Il fait quoi? temps. Beaucoup de scroll sur par exemple TikTok, Instagram, ce genre de Oui, choses. alors lui, il voit beaucoup de choses humoristiques, ou alors du MMA, ou des exploits sportifs, ou des jeunes qui sautent de, je sais pas, 10 mètres de haut dans une, voilà. C'est, alors il y a tout ce côté-là qui est hyper négatif de mon point de vue, mais il y a aussi la possibilité à travers la technologie, de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses aussi. Je veux dire, il faut pas tout rejeter en bloc en disant les écrans, c'est Ah niet. non, parce que Non, tu peux discuter, tu peux créer des communautés, des voyages, c'est tu peux ça. créer des business pour Tu peux certains apprendre jeunes. des langues, Exactement. tu peux, Tu peux lire. lire. Et puis, je veux dire, moi, l'IA, c'est un outil. L'idée de l'IA aujourd'hui, on dit oui, mais ils réfléchissent plus. Au contraire, je trouve que c'est vrai que l'IA, tu poses une question, tu as une réponse à quelque chose de construit, ok. Mais si toi, tu n'as pas si tu n'as pas acquis un esprit critique par des connaissances, par ta confrontation d'expérience, on revient à ce qu'on disait au début. Rédiger le bon prompt. Voilà, rédiger le bon prompt, vérifier l'information, tout ça. C'est sûr que tu passes à côté, mais l'IA, ça peut être un super outil mais même pour l'enseignement. Moi, à la fac, si j'avais eu l'IA, mais j'aurais terminé ma thèse bien avant, et elle aurait pas été de mauvaise qualité, hein. Mais parce que on m'a appris aussi à critiquer l'info, à avoir des connaissances que j'ai acquis par moi-même, de mon Chercher les expérience, à sources. chercher, et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Mais moi, je trouve ça fascinant de se dire, je sais pas, j'ai une lettre de motivation à faire en anglais, je la fais en anglais par l'IA. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Après, il faut avoir un bon niveau d'anglais pour vérifier que ce que l'IA t'a donné, c'est pas complètement, vérifier l'info. Ouais. Vérifier. Donc ça suppose que, dans l'exemple que je donne, que tu connaisses l'anglais, que tu l'aies appris, que tu es, voilà. Mais ça vaut il y a plein d'exemples comme ça. Moi, si demain, il a un texte à commenter, un poème de Baudelaire à commenter, et qui se contente de taper commentaire du poème de Baudelaire sur l'IA, et que l'IA lui donne des fausses informations, parce qu'il n'aura pas été en capacité de vérifier l'info, parce qu'il aura appris par d'autres moyens que l'albatros, c'est pas Balzac, c'est Baudelaire, par exemple. Et je veux dire, c'est un outil faut apprendre à s'en servir, mais il faut pas le rejeter en bloc. Toi, c'est quelque chose que tu mets en place dans ton travail ou dans ta vie perso? Ah, moi, j'adore l'IA. C'est vraiment. Alors, quand je dis ça, c'est un peu simpliste, hein, il faut pas. Mais je trouve que c'est facilitant pour plein de choses. Je suis d'accord. Moi, voilà, pas plus tard que l'autre fois, je savais pas comment nettoyer mon four, qu'il y a pas de pyrolyse. J'ai tapé comment nettoyer le four avec la bonne marque de mon four, et il m'a donné des tuyaux pour nettoyer mon four. Oui, puis moi, je me dis toujours, en fait, l'outil, il est là Ouais, et et oui, il va pas partir. et non.
Donc, soit on s'adapte C'est ça. du mieux possible, et comme tu dis, par contre, c'est vérifier, Mmh. c'est aussi lire à côté, se renseigner, etc., vérifier les infos, soit sinon on va passer à côté de quelque chose. Ouais, et c'est vrai qu'il faut, dans l'éducation, mais ça vaut pour tes enfants ou pour, voilà, pour, l'éducation citoyenne, heu, permettre aux gens d'apprendre par eux-mêmes. Pour reprendre l'exemple de Éric Cantona, effectivement, bah, les voyages, un paysage, une histoire, une écoute, une musique, ça c'est important. Mais c'est sûr que si on passe sa vie devant son écran et toute la journée à être avec, ChatGPT jusqu'au point de lui demander, comment je vais psychologiquement, c'est sûr que ça c'est complètement, c'est aberrant. C'est aberrant cet usage-là. Mais c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Et je pense qu'on peut y trouver des choses positives. Mais comme tout, même quand internet est arrivé, on criait voilà, au désastre, à la fin de la civilisation. Et bon, aujourd'hui, on utilise Internet. Tout le monde utilise Internet, même pour faire sa déclaration d'impôt. Voilà, il faut savoir quel usage on en fait. Tout à l'heure, par exemple, on parlait d'écriture d'un livre. Est-ce que tu penses que l'IA, ça peut nous aider en termes d'outils de support pour écrire un livre? Alors, Comment, comment tu... là, je veux dire, bon, pour écrire un livre, certainement. Après, l'aspect créatif, l'aspect, ce qui vient de soi, et un roman, une écriture, même un tableau, heu, c'est, je pense que l'outil informatique, elle peut pas te le donner. Ce qui est profondément humain en toi, Le cœur, l'émotion. voilà, ce qui est humain, ça ne pourra pas, le remplacer ça. Donc quelqu'un qui bien sûr, et puis on en a vu des exemples, hein. Il y a des auteurs qui ont fait, un roman entier, à travers l'IA. Bon, moi j'en ai pas lu et je sais pas la qualité que ça, mais en tout cas, de mon point de vue, ça ne donne pas le profondément humain de l'auteur. Voilà, ça peut être un bon peut-être ça peut être un bon ouvrage, hein, certainement même, mais bien écrit, tout ça, mais je pense que ça ne donne pas ce qu'on a profondément d'humain en nous. Et du coup, quel regard tu portes sur les années qui arrivent sur l'intelligence artificielle, l'IA? T'as une idée, là on est en 2026, d'ici par exemple 2030, 2040, quelle proportion ça pourrait prendre? En 2030, je pense que ça va continuer à voilà, à se développer. Moi, ce dont j'ai plus c'est ce qui me fait peur, c'est la façon dont les gens, aujourd'hui, je trouve que les gens n'arrivent plus à vivre entre eux, n'arrivent plus à vivre ensemble. Et c'est pas forcément l'IA, mais je trouve on est, on est beaucoup tourné vers soi-même, vers soi, sur nos propres besoins, nos propres envies, nos désirs. On est très tourné sur soi, mais on n'arrive plus à vivre ensemble. Et ça me préoccupe beaucoup parce que ça amène des conflits, ça amène de fragmenter les communautés, la communauté nationale, la communauté européenne et la communauté humaine en général. Et ça me fait profondément peur. Et en ce moment, sur toute la partie guerre, Mmh, Russie, Ukraine, ce qui se mmh, passe aussi en Amérique et tout, mmh. toi, quel regard tu portes sur tout ça? Est-ce que tu suis l'actualité Oui, ah de bah près, oui. de loin? Oui, 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 je suis l'actualité. Ce qui est préoccupant, c'est ça, c'est cet esprit délétère qu'il y a dans ce monde, et au plus haut niveau, ouais, puisque les dirigeants aujourd'hui sont très, comment dirais-je, très radicaux, quoi. Cette radicalité, ça amène de mon point de vue beaucoup de choses négatives. Ouais, tu veux dire que les extrêmes montent, Les qu'on prenne des extrêmes montent. décisions extrêmes?
Voilà, on fait, tout est dans une, voilà, dans une, ouais, une forme d'extrémisme et mais je parle pas que au niveau politique, hein, c'est, quoi, parti politique, Mmh. c'est dans nos vies aussi de tous les jours, je trouve qu'on manque d'ouverture, d'humilité, de découvrir l'autre, dans sa différence. Et ça me préoccupe beaucoup. Ouais, puis des fois aussi un peu d'humour, de second degré, Oui, bien sûr, un petit c'est peu de légèreté, quoi. mais oui, la légèreté, c'est important la légèreté, le rire. Le rire est le propre de l'homme, disait Rabelais. Et il avait raison. Il y a que l'homme qui peut rire, qui peut un animal par définition ne rit pas par exemple. Mais nous, on a ça, c'est très humain le rire. L'humour et le détachement, c'est important, très important. Je vais te faire un petit jeu. Mmh? Donc, c'est le tu préfères. Ah! Tu vois un petit peu le concept? Entre ça et ça, ce que je Ouais. préfère. Ok. Donc, tu préfères lire un livre ou aller à une exposition? Lire un livre. Si après tu veux débattre ou Lire un détailler, livre tu peux. parce que ça prend plus de temps, donc le plaisir est plus grand et puis ça fait appel, plus facile en tout cas pour moi, ça appelle plus à mon imagination, moi j'aime bien me raconter des histoires, j'aime bien ça donc D'ailleurs, ça me fait rebondir. Est-ce que ça t'arrive de lire des livres plusieurs fois? alors très rarement, parce qu'il y en a tellement que je me dis, mais ça m'est arrivé. Pour deux trois livres, ça m'est arrivé. Parce que je trouve ça intéressant. Moi, des fois, c'est. Oui, Alors, des fois, pas tout un livre, oui, mais des passages. oui, c'est vrai. Ça peut être, ça Mmh. peut être pas mal. Mmh. Plutôt concert ou théâtre? Bah, théâtre. Théâtre. Ouais, théâtre. Quel a été ton dernier concert? Alors mon dernier concert, qu'est-ce que ça a été mon dernier concert? Je sais plus, je sais plus, alors ça devait être, Madonna, pour ses 40 ans de carrière à Bercy. Ok, donc un super moment. Ah bah carrément. Je sais que t'es fan de Madonna. Ah ouais. Puis ça m'a refait vivre ma jeunesse, tout. Je trouve que cette femme, elle est mythique, quoi. C'était la première fois que tu la voyais? Non, 4e fois. Ok. Et les quatrième fois, à chaque fois, une expérience différente? Ouais. Ouais, bah là, elle faisait le tour de tous ses succès, puis c'est une super, elle a le show en elle, quoi. Non, c'est une super, c'était un super concert. Ok, trop bien. Ouais, trop bien. T'es plutôt, même si tu nous as déjà un petit peu répondu, mais je vais quand même te la poser. Tu préfères ville ou nature? Ah, tu me l'as déjà posé? Je t'en Non, ai mais tu nous parlé? as dit que quand tu avais eu l'occasion entre Embrun et Manosque, Ah oui, la montagne t'a oui. appelé. Oui, alors c'est vrai que, je serais peut-être encore plus aujourd'hui, mon goût irait vers la nature. J'ai besoin de ça, Ça te aujourd'hui. ressource. Ouais. T'aimes bien de temps en temps aller te balader. Ouais, j'ai besoin d'être loin du vacarme du monde, là, en ce moment. Ok. Donc c'est important pour moi, la nature. Pour les personnes qui nous écoutent, par exemple, qui habitent en ville, euh, toi, qu'est-ce que tu remarques comme bienfait d'être au contact de la nature? Alors déjà, moi je trouve que le silence ou le bruit de la nature, c'est pas un silence, c'est le vrai. bruit de la nature, ça apaise. Le bruit du vent ou du vent dans les feuilles ou voilà. Et puis au niveau du regard, je sais pas, il y a toujours plein de choses à découvrir dans la nature. Un insecte, un nuage moi j'adore regarder les nuages depuis que je suis petit parce que je vois des formes et tout et je trouve ça fabuleux Les étoiles aussi, tu regardes? ouais, les étoiles, ouais. Ah oui, Tu préfères travailler en équipe ou en solo? ouais, en équipe. Tu préfères organisation carrée ou improvisation? Improvisation. Tu préfères parler ou écouter? Je dirais écouter. Tu préfères prendre des décisions rapides ou plutôt réfléchir longtemps? Ah, on réfléchit longtemps. C'est rare que tu prennes La des lenteur, décisions. d'abord, la lenteur, c'est
C'est hyper important pour moi. Prendre du recul, Prendre du recul, le temps qui passe. pas répondre à chaud. Non, moi, c'est Tu préfères plutôt une vie tranquille ou une vie à 100 à l'heure? une vie à 80 à l'heure. Plutôt routine ou changement? Un changement. T'as une routine quand même que tu t'imposes? J'ai une, moi, quand j'ai élevé mon fils, quand il était petit, on est obligé de rythmer sa vie, de la ritualiser, par la force des choses, quoi. Puis même pour donner à son enfant une certaine sécurité, assurance, tout ça. Mais profondément, je, la routine. C'était pas pendant ce Ça- moment-là où t'avais pas le choix. Ben ouais, puis j'ai jamais voulu être fonctionnaire, je le suis, tu vois, tout ça, c'est... oui, donc je suis un routinier par obligation, parfois, Tu préfères transmettre ou apprendre? à transmettre. Tu préfères téléphone ou plutôt un moment sans écran? Sans écran. Combien de temps tu passes toi sur le téléphone? T'as une idée? Alors mon fils me dit que je passe beaucoup de temps, bien sûr, pour me contredire, hein, en me disant, ouais, tu vois, tu as beau dire, on revient à l'exemplarité, hein, c'est exactement ça. Je sais pas combien de temps je passe, mais bon, dans le travail, je regarde mes mails sur le téléphone, le soir parfois, voilà, sur WhatsApp, voilà, je peux contacter des gens, je sais pas combien. Tu mais te fixes des horaires sur lesquels où tu fais sans écran ou c'est à ton ressenti? non, ça m'a ressenti. Ok. Je n'ai pas de téléphone dans ma chambre, par contre, hein. C'est-à-dire, si tu vas dans ta chambre, Ah, il n'y a pas de téléphone, téléphone. ni télé, ni rien du tout. ok. C'est ton moment de sas de décompression. Ah oui. Tu préfères voyager loin ou redécouvrir ta région? Ah, là, aujourd'hui, je dirais voyager loin. Ça serait quoi ton voyage idéal? Ta destination? Ah, j'en ai plein, mais si je te dis Saint-Pierre-et-Miquelon, Ouais. parce que c'est le bout du monde, et j'aimerais bien vivre une expérience au bout du monde. T'as voyagé où au jour d'aujourd'hui? Oh, j'ai fait un peu l'Afrique, les Philippines. Quand j'ai été aux Philippines, j'étais avec l'association Sœur Emmanuel, j'ai fait une mission humanitaire où j'ai été avec des enfants sourds. Ça m'a beaucoup marqué. Ok. Du coup, t'es parti plusieurs semaines? Ouais, ça c'était bien. L'Asie, c'est un joli continent. Et puis après, ouais, j'ai voyagé en Europe. Puis en France, j'aime bien découvrir aussi les régions françaises. Là, la Bourgogne, je viens de découvrir la Bourgogne. Je trouve que c'est une super belle région. J'ai eu beaucoup de chance, il a fait beau. Dijon, c'est une ville merveilleuse. Bonne, c'est magnifique. On mange bien, on boit bien. C'est très beau. Allez en Bourgogne. Tu portes quel regard sur la gastronomie française au jour d'aujourd'hui? Ah, j'adore. J'ai une admiration. Alors, je ne regarde jamais d'émissions culinaires. Pourtant, il y en a une que je regarde. Et j'essaie de pas la louper. C'est Le meilleur pâtissier. Ok. Je trouve ça fascinant qu'il y ait des gens qui arrivent à revisiter un éclair au café. Mais c'est des gens qui ont cette passion. C'est pas des professionnels. Je trouve ça fascinant. Du coup, t'es plutôt sucré ou salé? Non, les deux. Les deux. Tu préfères être reconnu ou être utile? Utile. Et je terminerai par une dernière question. Tu préfères réussir ou être heureux? À être heureux. Mais 100 fois. Pour toi, c'est quoi être heureux et le bonheur? Euh, pour moi, être heureux, c'est d'être entouré des gens que j'aime, d'être en bonne santé et de porter sur le monde un regard bienveillant. Ok, super. Avant qu'on termine l'épisode et la fameuse, tradition pour clôturer l'épisode avec David, encore merci beaucoup d'être venu. C'était trop chouette. Merci, j'étais très heureux. Pensez à liker l'épisode, à vous abonner. Donc, on est disponible sur YouTube, Spotify, Deezer. À activer la petite cloche, comme ça, vous serez informé des prochaines sorties avec les prochains invités. Donc voilà, c'est récent, mais on passe à un invité par semaine, donc tous les dimanches à 18h, avec à chaque fois des profils, des hommes et des femmes différents. Donc, la
tradition pour clôturer le podcast à carte blanche pour le mot de la fin. Si tu pouvais résumer en une phrase ou en un mot ta philosophie de vie. Tenter de trouver et recevoir la lumière. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Merci David d'être venu. Merci à toi. Bonne écoute à tout le monde. Merci à tous.